Sophie Gigot est philosophe, spécialiste des questions migratoires et fondatrice du collectif Migration 59. Depuis plusieurs années, dans le cadre du programme de sa classe préparatoire littéraire à Valenciennes, elle emmène ses étudiants à Calais pour aborder les questions d'exil et de citoyenneté. Cette année, cependant, par mesure de sécurité, ce déplacement a été annulé par le rectorat car il a déclenché une vague de violence de l'extrême droite, le qualifiant d'endoctrinement au service du grand remplacement. Harcèlement, intimidation, cette violence est même allée jusqu'aux menaces de mort envers l'enseignante. Ces attaques présentent une sérieuse menace sur la liberté d'enseigner. Bonjour à tous. J'ai grandi en Lorraine, en Moselle, dans une région où la notion de frontière est poreuse, plus labile que sur d'autres territoires. On pourrait se dire que justement, c'est aux frontières que s'affirme le nationalisme le plus pur, en particulier celle-là, objet dramatisé, sacralisé, objet de deuil, de revanche, de guerre. Rappelons-nous le slogan martelé « Il faut retrouver l'Alsace et la Moselle ». Mais c'est tout le contraire. C'est aux frontières qu'on apprend que les hommes sont tous les mêmes, que les cultures et les langues s'hybrident, que les appartenances nationales résultent d'un jeu de bingo politique. La résistance avec un R majuscule, je l'ai découverte sur les bancs de l'école, comme beaucoup d'entre nous. C'est l'une des parties grandioses de notre histoire, héroïque. C'est du moins ce que je me disais en suivant les cours d'histoire-géographie. Et j'appartiens à une génération qui a connu les survivants qui ont fait la guerre, qui l'ont subie, qui ont résisté. C'est l'une des questions que j'ai posées à mon grand-père. Mon grand-père n'a pas été résistant. J'étais un peu déçue. Toutefois, il avait été enrôlé au STO dans une usine allemande et une nuit, il s'en est évadé à vélo jusqu'au petit village frontalier de Reyerswiller, un village au pied des forêts épaisses de conifères, là où la terre est rouge. Il a trouvé refuge dans une maison, on l'a caché au sous-sol jusqu'à la libération, et là, il a épousé la jeune fille de la maison, Marie, qui est devenue ma grand-mère. Une histoire ordinaire pour l'époque. Comment hérite-t-on de ce passé mythique ? Avec mon regard de philosophe, je me suis fait plusieurs réflexions. Je les pose ici pour en venir ensuite à mon propre engagement et à la manière dont je peux le penser comme une forme de résistance. D'abord, je me suis demandé comment on devient résistant. Je ne veux pas dire dans quelles conditions historiques, pour quelles motivations, etc., mais quels sont les distributeurs de légitimité d'une époque, d'une société qui adoube les résistants, qui décide que tel ou tel mouvement, telle ou telle personne peuvent être qualifiés de résistants plutôt que de terroristes, de casseurs, de black blocs, etc. C'est la question de la légitimité de l'action résistance, et je vois bien que si nous sommes réunis tous ici, dans des journées comme celle-ci, c'est bien pour concurrencer des autorités suspectes en matière de distribution de la légitimité. Ensuite, je pense que la légitimité est une affaire d'échelle. Je me suis même demandé si parfois l'héroïsation des résistants n'était pas une stratégie du pouvoir pour écraser les velléités de résistance. Parce qu'à trop mythifier les figures de résistants, on les éloigne de nous. On s'interdit d'en faire partie, ce serait présomptueux d'oser affirmer qu'on est un résistant ou une résistante. Et tous ceux qui se livrent à cet exercice sur le plateau des Glières le savent bien. Il y a un embarras à se dire résistants, à se comparer à ceux qui ont lutté ici au péril de leur vie dans les années 40. Et je crois fermement qu'il faut lever cet embarras et assumer cette filiation, cet héritage, ne pas se laisser écraser par l'héroïsation. La résistance, mais c'est une pratique ordinaire, et c'est bien cela qui effraie les gouvernants. Exceptionnaliser la résistance, c'est l'affaiblir. Elle est d'autant plus forte qu'elle est banale, quotidienne, parfois anonyme, une forme de mobilisation discrète. La petite échelle, donc, qui est celle des petits pas du quotidien.
La petite échelle aussi, qui est celle du local. Nous avons souvent le sentiment d'être impuissants en matière politique, que les leviers nous échappent, que les choses se jouent à l'échelle nationale, européenne, mondiale. Et cela nous fait oublier que le ressort fondamental de la politique, c'est l'action citoyenne. Celle-ci ne se borne pas au vote, elle inclut diverses formes d'action, diverses formes de résistance. Quand des politiques ne sont pas menées en notre nom, quand nous nous sentons exilés au sein de nos propres États, nous pouvons basculer dans une opposition active, la résistance. Certes, les gouvernants ont le pouvoir, mais nous, citoyens, nous avons la puissance. Il ne faut pas minimiser cette puissance d'action. Elle méprise la rhétorique politique de l'état d'urgence qui autorise tout, parce qu'elle se déploie dans une temporalité longue, une stratégie d'usure, de sape. Nous ne sommes pas soumis à des échéances électorales. Nous avons le temps. Nous sommes des puissances d'érosion du pouvoir. Je voudrais défendre une vision anti-héroïque de la résistance, des résistances minuscules. J'ai été biberonnée à la lecture de Robert Musil, qui a lui-même dû s'exiler en Suisse face au fascisme, et qui disait ceci à propos de l'esprit du grimpeur qui veut atteindre les sommets. Le pied le plus sûr est toujours le plus bas. Je crois qu'il ne faut pas craindre l'humilité, pas craindre d'officier au bas de l'échelle, dans les limbes du pouvoir, pas craindre non plus de porter des coups bas. Cette dernière leçon, c'est une leçon du féminisme. Quand les suffragettes choisissaient le jujitsu plutôt que le noble art de la boxe pour une autodéfense plus efficace, nous sommes les petites mains d'en bas qui résistent avec leurs petits moyens, et si la vulgarité de notre militance irrite les grands esprits, eh bien qu'à cela ne tienne. Je suis entrée en résistance par hasard et par nécessité, le hasard qui m'a mutée dans le Nord-Pas-de-Calais, comme beaucoup de jeunes fonctionnaires, à une autre frontière, le hasard qui a fait que pendant 7 ans, j'ai pris la ligne de TER Lille-Calais pour aller enseigner à Saint-Omer. C'est là que j'ai vu s'incarner ce qu'on appelle abstraitement le phénomène migratoire, non pas des hordes de migrants aux visages inquiétants, ça jamais, quelques dizaines d'exilés à bord des trains, repérables à leurs chaussures crottées de la boue des camps, jusqu'à ce qu'un jeune Érythréen, Kibrom, me tende un paquet de chips au fond d'un hall de gare obscur à Hasbrouck. Chez moi en Lorraine, Hasbrouck, c'est le nom qu'on utilise pour dire péta ou schnock. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il y avait réellement une commune qui s'appelait Hasbrouck. Jusqu'à ce qu'on m'invite dans la jungle de Calais, puis celle de Norenfonte, j'ai fait ce que ma mère m'a toujours appris, ne pas détourner le regard. Ma mère qui m'a transmis son habitus de travailleur social, cette idée qu'il ne faut pas être déconnecté du réel, qu'il ne faut pas ignorer la misère, la souffrance, mais au contraire, qu'on a le devoir de l'accueillir, les yeux dans les yeux, question de dignité. En philosophe, percuté par la réalité de la condition migrante, j'ai écrit un livre, puis 2, puis 3, consacrés aux questions migratoires. L'écriture, ça peut être une forme de résistance, mais celle-là ne m'a pas suffi face à l'immédiateté de la situation des exilés à Calais. Il y a eu ce matin de novembre, il avait neigé tôt cette année-là, 2017, le coup de fil d'Abi, jeune migrant éthiopien, expliquant que la police a raflé toutes les tentes, toutes les couvertures. Abi qui me dit qu'il va marcher toute la nuit pour ne pas mourir de froid. Et moi, le lendemain matin, qui roule vers Calais pour aller le récupérer. Et nous, qui l'invitons à venir prendre un peu de répit à la maison. Je dis nous, et c'est important parce que la résistance ne peut être que collective. Nous, c'est d'abord ma famille, happée par le réel, par la nécessité. Au bout d'une semaine, ils étaient 5 à camper dans le salon. Puis on a demandé à nos amis s'ils pouvaient accueillir leurs amis. Et de fil en aiguille, nous avons créé le collectif Migration 59, collectif de résistance citoyenne qui offre un accueil de répit aux exilés en transit, bloqués à la frontière. Face à la violence d'État inouïe qui règne à Calais, nous avons cherché un moyen de résister non violent, solidaire et constructif. Un mode de résistance qui ne soit pas seulement négatif et réactif, mais qui dessine aussi, modestement, les lignes de la société cosmopolite et plus juste à laquelle nous rêvons. Notre slogan est devenu « Accueillir, c'est résister ».
résister en ouvrant sa porte, en offrant de la chaleur humaine, de la considération, un toit. Et je réalise aujourd'hui combien j'hérite, non pas de l'évasion somme toute assez héroïque de mon grand-père, mais de l'action anonyme et discrète de cette grand-mère que je n'ai jamais connue. Elle aussi a su accueillir, dans la clandestinité même, celui qui cherchait refuge. Aujourd'hui, notre maison est devenue le refuge de centaines d'exilés fuyant l'oppression en Érythrée, les massacres en Éthiopie, la guerre du Darfour et du Kordofan du Sud. Quand les exilés viennent chercher du répit auprès de Migration, ils disent qu'ils viennent pour les families. La pratique d'hospitalité que nous avons développée relève pour eux d'une construction familiale, de ce rêve d'une fraternité élargie, d'une famille universelle. C'est aussi une pratique intéressante dans un contexte où la violence d'État cible particulièrement les militants et tous les partisans de l'égalité et de la justice sociale. Parce que cette pratique déplace le terrain de lutte de l'espace public, l'agora, traditionnellement réservée aux seuls hommes libres dans le monde grec, à la domos, la sphère domestique, privée, espace dévolu aux femmes. Avec Migration, le privé devient politique, en écho au fameux slogan féministe des années 70. Les tâches subalternes dédiées aux femmes, préparer une chambre, cuisiner, deviennent des gestes politiques, des actes de résistance lorsqu'ils s'adressent à des migrants clandestins, un pied de nez aux politiques de fermeture et du zéro migrant. Alors certes, nos résistances sont minuscules et on peut regretter leur caractère dérisoire. Mais je pense que c'est justement la bonne échelle, parce que les gouvernants ne peuvent, pour l'instant, rien faire contre ces actions minuscules qui se déploient selon une logique de l'essaim, partout sur le territoire, dans le Nord, le Pas-de-Calais, chez nos voisins belges, à Paris, à Nantes, dans la Roya, à Bayonne. La liste est tellement longue. Absolument partout, des citoyens accueillent. Ils font ce que les politiques pensent impossible. Ils vivent ensemble avec des étrangers. Ils réalisent ce que les politiques n'osent même pas imaginer. Ils rendent l'utopie ordinaire. Certes, nos résistances sont humbles et discrètes, mais pas tant que ça, puisqu'il suffit d'une visite d'études organisée à Calais par un professeur avec ses étudiants d'Hippocagne pour que les militants de Reconquête se déchaînent, pour que la fachosphère s'embrase. Force est de constater que notre seule présence a la puissance d'être insupportable pour les fascistes. On peut au moins se targuer de cela. Et ce que j'ai compris quand le flot de haine m'est tombé dessus en novembre dernier, c'est combien ils ont peur. L'essence du fascisme, je crois que c'est cela, la peur. Donc il faut nous rappeler de quel côté est la peur. Ce n'est pas à nous de vivre dans la crainte, ce sont eux qui ont peur de nous, de nos idées, de nos actions, de nos modes de vie, de la société que nous incarnons déjà. Parce que certes, nous sommes infimes, mais imaginez ce que serait le monde sans nous, sans ces innombrables acteurs de la société civile, engagés dans les luttes sociales, dans l'autodéfense des plus vulnérables, dans les luttes écologiques, etc., etc. En tant que philosophe et professeur de philosophie, je comprends à quel point je suis à la bonne place, à quel point mon simple métier d'enseignante est crucial lorsqu'il s'agit de défendre la vérité contre les attaques et les renversements permanents des fascistes. Ils craignent les savoirs, ils craignent les faits qui fragilisent leurs opinions fallacieuses. Amener des étudiants sur le terrain de la frontière a mis le feu aux poudres, parce que le fascisme se nourrit du mythe et qu'il ne supporte pas la confrontation avec le réel. Je conclurai ainsi en disant que pour moi, la résistance, c'est d'abord cela, avoir le sens des réalités, aller sur le terrain, ne pas fermer les yeux, bref, être du côté du réel. Merci.